Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous, de partager vos témoignages, vos remarques au 0826 300 300. Vous avez maintenant l'habitude, n'hésitez pas. Nous serons ce matin à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, dès 10h30, dans quelques minutes. 10h, il est 10h30 dans 3-4 minutes, promis. Avec un agriculteur, éleveur de vaches allaitantes, il a besoin d'eau. Les agriculteurs veulent construire 16 bassines, des réserves d'eau pour irriguer l'été. Ces réserves menacent-elles l'environnement? Ces bassines sont remplies l'hiver et donc utilisées l'été. Sur place, à Sainte-Soline, les opposants s'installent à proximité du chantier. Gérald Darmanin dénonce l'écoterrorisme d'une partie des manifestants. Un millier de gendarmes restent sur place pour empêcher l'installation d'une ZAD. Ce mot écoterrorisme est une insulte, déclare la députée Autain, députée La France Insoumise. Eh bien, ce matin, députée évidemment de La France Insoumise, quant à Delphine Bateau, qui est la députée écologiste de la circonscription, silence absolu. On ne l'entend pas, on ne sait pas où aller. Bien, entre 11h et 12h, débat. Faut-il conditionner l'accès à un site porno en ligne à l'utilisation d'une carte bancaire? C'est un débat que j'ouvre, le gouvernement l'envisage pour protéger les mineurs. Qu'en pensez-vous? 36% des garçons ont vu des images pornographiques avant l'âge de 13 ans. Un tiers des garçons de moins de 15 ans se rend chaque mois sur un site pornographique. Alors, imposer une carte bleue, est-ce la bonne solution selon vous? 0826 300 300. Comment faites-vous avec vos enfants pour éviter la vision de sites porno? Les avez-vous surpris en train de le faire? Racontez-nous. 0826 300 300. Le porno trop jeune est un danger. Pour protéger les enfants, faut-il toucher à la liberté des adultes? C'est un débat, là encore. 0826 300 300. Débat donc avec nos invités entre 11h et midi. Et puis entre midi et midi et demi, notre invité sera Alain Boer, professeur de criminologie, ancien grand maître du Grand Orient de France, co-auteur de l'encyclopédie des francs-maçonnes et des francs-maçons aux éditions Grund. Où en est la franc-maçonnerie qui reste une affaire d'homme? La franc-maçonnerie, pourquoi? Quelle est aujourd'hui l'influence de la franc-maçonnerie? Puis nous parlerons aussi des francs-maçons les plus célèbres, Buffalo Bill par exemple, Bach, Mozart, Talleyrand, Churchill et tant d'autres. Il est 10h33, vous êtes sur Sud Radio, merci d'être avec nous. Après un week-end de mobilisation et d'affrontement avec les forces de l'ordre à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, les opposants à ces réserves d'eau se montrent déterminés à rester sur place. Félix Mathieu. Oui, ils ont édifié 2 tours en bois pour y faire le guet, la vigie en mode village gaulois assiégé. Objectif, ancrer cette lutte sur place contre ce projet de bassine à usage agricole. Des opposants ont même sectionné une canalisation hier. Signé Léa Gage sur Twitter, sauf que selon les autorités, la canalisation endommagée appartiendrait à un agriculteur et n'aurait rien à voir avec le projet de bassine, ce que contestent ces militants, carte à l'appui. Ils estiment que le tuyau aurait été raccordé in fine aux méga bassines. En tout cas, après la manifestation et les affrontements de samedi, une partie des militants sont restés près du chantier, interdit d'accès par environ 1500 gendarmes. Le collectif occupe un terrain privé prêté par un agriculteur opposé à ces réserves d'eau. Ils promettent de mener depuis ce poste avancé des actions de harcèlement si le projet venait à continuer. 0826 300 300, vous appelez, qu'en pensez-vous? Je reçois Agathe Ozen, qui est responsable de la cellule eau du CNRS. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous, Agathe Ozen. Nous allons appeler Emmanuel Pain, qui est agriculteur à Sainte-Soline. Nous allons avoir aussi le porte-parole, dans quelques minutes, le porte-parole des manifestants qui s'exprime en direct sur Sud Radio ce matin. Mais Agathe Ozen, l'eau, source de conflit, déjà aujourd'hui et encore plus demain? Effectivement, la sécheresse qu'on a vécue cet été a montré l'exacerbation en fait de l'importance de l'eau partout, à tout moment. Et donc de la nécessité de la partager, aussi bien pour les milieux que pour les besoins de tous les usages et tous les usagers. Mais on se rend compte que souvent l'eau est un vrai problème
loin, à l'étranger, soit parce qu'il y en avait trop, soit parce qu'il y en avait pas, soit parce qu'on avait du mal à se la partager. On se rend compte de l'importance de cette ressource, de la valeur qu'elle a, en étant vraiment confronté à ces réalités liées aux différents usages. Bien sûr, bien sûr. Agathe Zen, vous allez être notre grand témoin jusqu'à 11h. Nous allons avoir, et nous avons avec nous, Emmanuel Pin, qui est agriculteur à Sainte-Soline. Emmanuel Pin, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes polyculteur, vous êtes éleveur de vaches allaitantes. Oui. Hein, c'est cela. Vous êtes directement concerné par ces bassines? Alors, oui, je suis effectivement dans le projet de réserve, donc directement concerné. On suit l'avancée des travaux. Donc, on était anciennement, historiquement, irrigant. Et donc, nos volumes, qui actuellement sont prélevés l'été, doivent être reportés dans le volume de la réserve. Et donc pompés d'hiver pour être utilisés de la même manière l'été. Voilà, expliquons. Aujourd'hui, vous irriguez l'été, évidemment. Hein, bien sûr. Et vous faites boire votre troupeau. Oui. C'est bien cela, Emmanuel Pin. Oui. Vous avez besoin d'eau. Pour l'abreuvement du troupeau, c'est un réseau totalement différent. Bien, d'accord. Donc c'est pour irriguer. Vous avez besoin d'eau, évidemment. Sinon, votre exploitation ne tourne plus si vous n'avez plus d'eau. Donc vous avez besoin d'eau. Aujourd'hui, vous allez pomper de l'eau l'été dans la nappe phréatique, c'est cela? Oui, c'est bien ce qui se fait actuellement. Bien. Ces bassines sont faites pour, comment dire, pomper l'eau dans les nappes phréatiques, mais en hiver. Des réserves de substitution. On substitue un pompage estival à un pompage hivernal. Voilà, un pompage hivernal, vous faites des réserves d'eau que vous utiliserez l'été. C'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. C'est ce que j'ai compris. Alors, les opposants avancent de nombreux arguments. D'abord, avant de parler d'ouvrir le débat, Emmanuel Pin, comment regardez-vous ce qui se passe avec cette colère qui est venue jusqu'à vous? La première chose qu'on déplore, c'est la violence. Donc le projet il est en place et en cours depuis une douzaine d'années maintenant. Donc des tables rondes, de discussions et d'évaluation des impacts du projet, il y en a eu beaucoup. Donc pour se mettre d'accord sur des protocoles qui puissent convenir à une majorité de personnes du territoire. Les opposants actuels ont quitté toute l'étape de négociation. Oui. Voilà. Donc, on refusait au bout d'un certain temps. Leur manière de s'exprimer, c'est la violence aujourd'hui. On refusait au bout d'un certain temps le dialogue. Oui, au bout d'un très court temps, oui. Emmanuel Pin, vous avez besoin de cette eau. Si vous n'avez pas cette eau, que se passe-t-il? Alors, moi, pour mon propre cas, donc j'utilise cette eau pour la production de fourrage pour le cheptel, soit pour de l'arrosage de luzerne, de maïs ou de sorgho même cette année. Voilà, donc c'est pour asseoir la base fourragère du troupeau. On produit du fourrage. Les animaux sont en extérieur l'été, mais l'autre partie du travail, c'est de produire du fourrage sur la période de printemps, d'été, pour nourrir le cheptel d'hiver. Pour nourrir le cheptel d'hiver. Donc on produit du fourrage au printemps avec la pousse de l'herbe, et puis de manière estivale ensuite avec toujours de l'herbe, de la luzerne, une légumineuse, et puis avec du maïs. Emmanuel Pin, il n'y a pas d'autre solution pour vous. Vous avez besoin de cette eau, évidemment, il n'y a pas d'autre solution. Parce qu'on parle beaucoup de transformer une agriculture que certains qualifient d'intensive, qui est parfois laid d'ailleurs, de la transformer. Mais dans l'immédiat, vous n'avez pas d'autre solution. Alors, pour ce qui est l'intensif, je sais bien qu'on emploie un panel de 10 termes à peu près différents et qu'on utilise tout le temps pour qualifier des systèmes. Là, moi, j'arrose environ 10 à 15 hectares de mon exploitation, qui représente une dizaine de pourcents de la surface. Voilà.
Donc ça permet donc je vous disais, d'avoir une production de fourrage également l'été. Oui. Et puis de faire des cultures qu'on ne ferait peut-être pas forcément. La luzerne qui est très utile dans les rotations pour les enchaînements de cultures. On a des terrains assez superficiels avec assez peu de terre et rapidement de la roche en dessous. Si on ne peut pas lui apporter de l'eau l'été, on ne peut pas la cultiver. Donc on diminue la longueur de notre rotation et chacun sait bien que une rotation qui est diminuée, ou plutôt une rotation qui est rallongée, ça va aller vers moins d'utilisation de phyto, puisque quand on enchaîne des cultures différentes, les plantes qui sont concurrentes de nos cultures s'habituent moins, s'installent moins. Les plantes qui sont bien sûr poussent en concurrence du blé ne sont pas les mêmes que celles qui poussent en concurrence d'un tournesol. Et la luzerne, en plus, la luzerne, c'est très bon pour la terre. Et Emmanuel Pin. Je parle des plantes, des traitements phyto, mais pour la terre, effectivement, si vous avez un précédent luzerne, vous apportez moins d'azote. La luzerne a cette capacité à prendre l'azote de l'air, à fixer l'azote. Et alors, elle n'en met pas en réserve dans la terre pour 5 ans, mais elle en met quand même en réserve. Vous avez une culture derrière une culture de luzerne, c'est moins d'apport d'azote. Alors, Emmanuel Pin, je sens une forme de désespoir dans votre voix devant ce qui se passe. Non, de calme ou de colère mesurée, non, pas de désespoir. Pas de désespoir, pas du tout, non. Parce que le projet est en cours. Et vous irez au bout du projet. J'ai confiance, j'ai tout à fait confiance dans le déroulement et dans le processus, je ne sais pas si démocratique dans le déroulement. Donc j'espère, puisque notre réserve est absolument validée. Je vous dis ça, Emmanuel Pin, parce que j'ai vu sur France 2 un agriculteur, un de vos voisins, en pleurs devant les événements. Bien sûr. La personne qui a eu des dégradations hier. La personne qui a eu des dégradations hier, oui. Voilà. Vous la connaissez? Oui, très bien. Je l'ai eu au téléphone avant-hier. Avant-hier. Que vous disait-il? Eh ben, à ce moment-là, il s'était rien passé, mais il était un tout petit peu inquiet parce qu'effectivement, c'est lui qui se trouvait le plus près de l'installation de la pour l'instant éphémère ZAD, mais c'est lui qui était au plus proche, donc forcément un petit peu inquiet. Oui, inquiet, et hier en pleurs parce qu'il a vu ses terres envahies. Oui, et puis des dégradations, quand on dégrade du matériel chez vous, vraiment à proximité de chez vous, c'est toujours un petit peu traumatisant, hein. Au-delà de la valeur de ce qui peut être dégradé, c'est la manière dont c'est fait, la mise en scène avec laquelle c'est fait est traumatisante aussi. Vous vous battrez pour vos terres et vous vous battrez pour cette eau, Emmanuel Pin. Pour un système, se battre pour l'eau, je trouve que ça résume trop rapidement la situation. Bon. On se bat pour un équilibre. L'enjeu eau est extrêmement important. Je ne sais pas si votre invité Agathe-Euzène du CNRS va reprendre la parole, mais l'enjeu eau il est extrêmement important. Elle vous écoute. Mais l'enjeu alimentaire est également extrêmement important. Voilà. Donc il y a des cultures qui ont des besoins d'eau. À chaque fois qu'on supprime un peu de production sur des terres, sur une région, on supprime de la production alimentaire, qu'on le veuille ou non. Et l'enjeu de l'eau n'est pas le seul enjeu auquel il faut répondre. Merci Emmanuel Pin. Merci. Agathe-Euzène, vous avez entendu le témoignage d'Emmanuel Pin. Que répondez-vous? Que dites-vous? Quelles explications nous apportez-vous? Je pense que le processus actuel montre le besoin de trouver un certain nombre de solutions par rapport à des réalités auxquelles les agriculteurs, en l'occurrence, sont confrontés. Et donc, on fait appel à des solutions techniques pour se dire on va préserver le développement agricole et nos rendements tels qu'on en a préserver, besoin. Mais pardon, je vous coupe, Agathe-Euzène. Non seulement il dit qu'il va préserver son rendement actuel, mais il dit aussi que ça va lui permettre d'utiliser moins de produits phytosanitaires. Donc c'est bon pour l'environnement aussi. Alors en fait, on est dans une situation complètement ambivalente. C'est-à-dire que effectivement, la ressource, il faut qu'elle soit de bonne qualité. Oui. Mais il faut en avoir.
Oui. Donc avoir suffisamment d'eau pour développer les activités dont on a besoin, et notamment agricoles, pour satisfaire un certain nombre de cultures. Et notamment la luzerne. Notamment la luzerne, mais pas que la luzerne. Mais pas que la luzerne. On est dans des systèmes de rotation classiques agricoles. La question qui se pose, c'est on ne raisonne pas en fonction de la disponibilité de la ressource naturelle, mais en fonction des besoins que l'on va avoir de l'eau pour satisfaire un usage. Oui. Donc, on développe un certain nombre d'activités qui sont pas toujours au bon endroit, avec la bonne disponibilité de la ressource, compte tenu du fait qu'on a des changements globaux et climatiques qui viennent interférer d'une certaine façon dans des cycles et des rotations. Mais Agathe Ozen, je comprends très bien très bien votre réflexion. Et la réflexion doit être engagée d'ailleurs, puisqu'il faut préserver l'eau. C'est un bien maintenant indispensable. Mais je me mets à la place aussi des agriculteurs qui dans l'immédiat ont besoin de solutions pour continuer à vivre sur leur terre et continuer à nous nourrir. On est tout à fait d'accord. C'est là qu'est l'ambivalence en fait. Et oui. Et avec des raisonnements d'échelle de temps, avec un besoin à court terme et une question de durabilité à long terme. Bon, vous savez ce que nous allons faire, Agathe Ozen? Nous allons observer une petite page de pub et ensuite nous allons écouter le porte-parole. Le porte-parole de ceux qui sont en colère, qui sont allés, parce qu'il y a colère contre colère aujourd'hui, fondateur et porte-parole du collectif Bassine Non Merci, qui sera en direct avec nous, Julien Leguet, juste après la pub, la parole à tout le monde, et puis vos réactions. Paul est déjà là, Vincent aussi, 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h moins 10, vous êtes Savoir et Comprendre, vous êtes sur Sud Radio, 0826 300 300. Nous sommes maintenant avec Julien Leguet, le fondateur et porte-parole du collectif Bassine Non Merci. Julien Leguet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez entendu Emmanuel Pin, agriculteur à Sainte-Soline, qui dit le besoin qu'il a d'irriguer et d'abreuver son troupeau. Oui. Je dirais que s'il n'y avait que des Emmanuel Pin dans le projet, il n'y aurait pas de bassine. Parce qu'Emmanuel Pin, les 12 irrigants des bassines de Sainte-Soline est le plus petit irrigant, qui a un volume alloué chaque année de 25 000 m3 et dont chaque année il en utilise pas 7, il utilise en moyenne 7 000 m3. Et c'est à mettre en regard avec le principal irrigant que je ne vais pas nommer puisque les exploitants ne sont pas les cibles, mais qui à lui seul va exploiter 120 000 m3. Pour mettre en regard, 120 000 m3, c'est l'équivalent de l'eau de 15 000 habitants. C'est l'eau potable de 15 000 habitants pour une année. Bon, Julien Leguet, jusqu'où irez-vous ? Jusqu'à ce que ces projets de bassines cessent, jusqu'à ce que l'État raisonnablement considère que pour tout ce qui est de la politique de l'eau, ça ne peut pas évidemment être privatisé et les décisions uniquement appartenir à des négociations entre la FNSEA, les lobbies de l'agro-industrie, les semenciers, Monsanto, Bayer, etc. et l'État. Évidemment que sur la question de l'eau, c'est l'intégralité des citoyens, des usagers qui doivent être mis autour de la table et dont les préoccupations doivent être largement entendu, d'autant que en termes de loi sur l'eau, c'est bien l'eau potable qui doit rester la priorité. Ensuite, c'est la préservation des milieux aquatiques et des zones humides. Et en dernier lieu, l'eau économique. Et je rappelle ici que 90% des exploitants agricoles de notre territoire n'irriguent pas. Donc il est bien possible de produire toute une partie de notre nourriture sans avoir recours au canon à eau, au pompage des nappes phréatiques. Et si l'eau, qui est une denrée qui va devenir de plus en plus rare, doit être utilisée en agriculture, elle doit être utilisée à destination de production qui serait consommée localement. Et certainement beaucoup plus pour des maraîchers qui vont s'engager dans des produits d'autonomie alimentaire et de programme alimentaire territorial qu'à des purs céréaliers qui vont faire du maïs pour spéculer à l'international et exporter. Quand les gens qui font du maïs grain, on leur pose la question de savoir s'ils connaissent les gens qui vont acheter leur maïs et où part leur maïs, ils n'en ont aucune idée. Ils nourrissent les marchés, pas les habitants. Julien Leguet, que demandez-vous ce matin là sur Sud Radio en intervenant là? Que demandez-vous? Très clairement, on en appelle à l'apaisement et la seule et unique solution d'obtenir cet apaisement, c'est que le gouvernement Macron mette fin à son programme dit du Varenne de l'eau qui consiste à multiplier en France
les différents types de stockage à vocation uniquement agricole, de type retenue collinaire ou de type bassine, et au profit d'une remise à plat d'une politique de l'eau nationale qui aille dans le sens de la sobriété, qui aille dans le sens de l'efficience, qui aille dans le sens du respect des milieux naturels, qui aille dans le sens de la sortie des pesticides au plus vite. Parce que, mais vous avez entendu Emmanuel Pin. Vous avez entendu Emmanuel Pin qui dit que grâce à cette eau, eh bien, ça peut faire, par exemple, on peut faire pousser de la luzerne qui est très bonne parce que ça permet d'utiliser moins de produits phytosanitaires. C'est ce qu'il dit. La luzerne, c'est une plante qui, par définition, va pousser sans eau. C'est une plante résiliente. Et on va commencer à irriguer de la luzerne quand on veut intensifier son système. Quand les vaches ne mangent plus d'herbe, quand il n'y a plus de surface en prairie et que les vaches sont contenues... Plus de luzerne, moins d'azote. Bien sûr, puisque la luzerne est évidemment une véritable alternative au maïs. Donc nous, on encourage la culture de la luzerne, mais la luzerne, on peut avoir des productions sans passer par l'irrigation. Et je vous dis, les systèmes qui utilisent la luzerne irriguée, c'est des systèmes souvent, alors c'est pas le cas de Monsieur Pin, mais c'est le cas d'une autre ferme qui est concernée par les bassines, c'est pour nourrir en l'occurrence des chèvres, et des chèvres, 800 chèvres dans un bâtiment. Sur notre territoire, on est passé en 50 ans de 70% de prairies naturelles à seulement 17%. Et aujourd'hui, on a un système agricole qui voudrait nous faire croire que des ruminants, ça mange des céréales. Non, les ruminants, ça mange de l'herbe. Et en fait, il faut une réforme profonde de la politique agricole pour un retour à l'herbe, de manière à ce que les bêtes puissent vivre dans des conditions dignes et certainement pas dans des bâtiments surchauffés en cas de canicule et nourris à l'ensilage de maïs. Julien Leguet, vous allez rester sur place, donc, jusqu'à quand ? On va rester sur le territoire et on va continuer à défendre notre territoire jusqu'à l'abandon du projet de Sainte-Soline et au moratoire et à l'arrêt de la politique du Varenne agricole de l'eau. Oui. Eh bien, merci Julien Leguet dans tous les cas. Merci d'avoir été en direct avec nous. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous avez entendu ce dialogue sur l'antenne de Sud Radio entre d'un côté cet agriculteur et de l'autre le porte-parole du collectif Bassine Non Merci ? Alors, on voit effectivement la complexité du débat et montre que la question juste de l'agriculture n'est pas seule et que ça s'inscrit dans une problématique à la fois d'alimentation, mais de préservation des milieux, de prise en compte des changements globaux liés au changement climatique notamment, qui fait que on a des variabilités en termes de précipitations, qui conduit du coup à des sécheresses, qui va avoir des impacts sur les cultures et qui va renforcer ce sentiment d'avoir besoin d'une eau à tout moment pour tous les types d'usages. Bien sûr. On renvoie à la diversité des usages et la nécessité, selon les types d'usages et des pratiques, la diversité de réponses qu'on pourrait avoir, mais pour le partage de cette ressource en fonction des usages. Alors Paul témoigne, il est producteur de fraises et de poivrons dans le Lot-et-Garonne. Bonjour Paul. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour, vous avez entendu les arguments des uns et des autres ? Ouais, mais moi, le gars du collectif anti-bassine, il est dans les clichés. C'est-à-dire que ces gens-là veulent nous ramener dans les années 1850 à 1900, où on avait des exploitations familiales avec de la main-d'œuvre familiale. Les enfants n'allaient pas à l'école pour travailler dans les champs. Si c'est ça qu'ils veulent, c'est un sacré retour en arrière. Mais ce qu'il va falloir que ces gens-là fassent, c'est qu'ils prennent des bêches et qu'ils nous montrent comment ils font. Aujourd'hui, stocker l'eau, c'est du bon sens, parce que on voit que la balance commerciale française, elle est déficitaire. On importe des produits bas de gamme qui viennent de l'autre bout du monde. Et au nom de l'écologie, on va nous interdire de produire en France. À un moment donné, ça suffit. On a Oh là là, je vous entends plus, Paul. Mais Paul, pardon, je sais pas ce qui se passe avec le téléphone, on vous entend plus. Mais c'est vrai que Paul soulève une autre problématique. Si on produit moins, on va importer. On va importer ce qui est pas bon en termes environnementaux, évidemment. Donc c'est complexe. Oui, on voit bien la question, enfin la complexité. Oui. Et après, c'est des choix politiques avec la prise en compte d'un certain nombre de réalités. Alors, si on regarde d'un point de vue hydrologique, prélever l'eau alors qu'on a les nappes phréatiques qui jouent ce rôle de réservoir et qui jouent ce rôle d'harmonie finalement et d'équilibre entre les eaux de surface et les eaux souterraines et les interconnexions qui sont indispensables pour que le milieu soit suffisamment équilibré pour qu'il puisse être utilisé aussi au service des pratiques agricoles. Bien sûr. Mais je voulais vous demander, Agathe Ozen, est-ce que on stocke suffisamment l'eau de pluie en France ? Est-ce qu'on pourrait faire mieux ?
Je pense à l'eau de pluie, parce que j'ai l'impression que c'est une eau perdue, mais pas complètement perdue, puisqu'elle va dans les nappes phréatiques, évidemment. On est complètement dans un cycle, et de la nécessité, en fait, que l'eau, elle vienne sur la terre, qu'elle vienne nourrir les sols, et qu'il ne soit pas asséché. Et donc, elle n'est jamais perdue. En revanche, elle n'est pas forcément là où on souhaiterait la capter. Et elle n'est pas forcément bien canalisée. Alors, canaliser, oui, mais en même temps, il faut les prairies, il faut leur laisser, de l'eau de pluie, aussi évidemment. de l'eau de pluie. Évidemment. Donc, on est dans toutes ces ambivalences, avec les problèmes d'artificialisation, notamment dans les villes. Là, pour le coup, il y a peut-être moyen de limiter ces ruissellements qui peuvent avoir des incidences sur les volumes d'eau disponibles, et qu'on peut éventuellement réutiliser avec les problèmes de qualité que ça peut supposer également. Merci Agathe Zen d'être venu nous voir. Merci à Paul. Puis je prendrai Vincent après les infos de 11h. Parce que si vous continuez à appeler 0826 300 300, ne vous inquiétez pas. Bon, je vais changer de sujet entre 11h et midi, mais vous pourrez revenir sur ce sujet. On n'a pas fini d'en parler, de ce qui se passe là-bas, sur place. Je pense que nous aurons le ministre de l'Agriculture demain à 10h30, je l'espère, en direct. Il est 10h59. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. À tout de suite.